Je remuais la soupe quand ma belle-fille m'a arraché la casserole des mains. Qui cuisine comme ça? Tu es bonne à rien. Jessica a crié avec cette voix que j'avais appris à craindre plus que le silence. Mon fils David était à 3 mètres de là, enfoncé dans ce canapé que j'avais acheté quand il m'appelait encore maman. Il a monté le volume de la télévision. Il a fait semblant de ne pas entendre, comme toujours, le bouillon bouillant a éclaboussé ma main, mais je n'ai pas crié. Je ne criais plus. Je m'étais habitué à la douleur des petites brûlures, celles qui ne laissent pas de marques sur la peau, mais qui vous rongent de l'intérieur. Jessica continuait à pester contre mon assaisonnement, contre mon inutilité, contre le fait que j'étais un fardeau dans sa maison. Ce mot, sa maison. Il me transperçait comme toutes les fois précédentes. C'était ma maison. La maison que Henri et moi avions construite brique par brique pendant 32 ans de mariage. Mais je n'ai rien dit. J'ai marché vers le placard à pas lents. Mes genoux craquaient. J'ai 68 ans et mon corps me fait payer chaque humiliation par une douleur différente. J'ai ouvert la porte du haut du placard, celui où je gardais la vaisselle en porcelaine blanche au bord doré qui avait appartenu à ma belle-mère, Margaret. 5 000 $ estimés par un antiquaire, l'héritage le plus précieux de la famille Miller. J'ai sorti toute la pile d'assiettes. Jessica a cessé de crier. « Qu'est-ce que tu fais, vieille folle ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste tenu cette tour de porcelaine avec mes mains tremblantes, ces mains ridées qu'elle méprisait tant, et je l'ai laissé tomber. Le fracas a été magnifique, comme si 50 ans de silence s'étaient brisés d'un coup. Les assiettes ont explosé contre le sol en céramique en 1000 morceaux brillants. Jessica a hurlé. David est arrivé en courant du salon, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Il s'est figé dans l'embrasure de la porte. Au milieu des fragments de porcelaine qui couvraient maintenant ma cuisine comme de la neige sale, je l'ai regardé droit dans les yeux. Ces yeux qui me regardaient autrefois avec l'amour d'un fils, et j'ai dit avec un calme que je ne me reconnaissais pas. Si rien de ce que je fais ne marche, alors plus rien n'a d'importance, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi était plus terrifiant que n'importe quel cri parce que mon fils, pour la première fois en 3 ans, avait peur de moi. Et ce n'était que le début de ce qui allait arriver. Si vous voulez savoir comment une femme de près de 70 ans a repris tout ce qu'on lui a volé, abonnez-vous et suivez cette histoire jusqu'au bout, car ce que j'ai fait ensuite, personne ne l'a vu venir. Mais pour comprendre ce moment, pour comprendre pourquoi j'ai laissé tomber 5 000 $ par terre sans scier, je dois vous raconter comment j'en suis arrivé là. Comment je suis passé de Martha Miller, propriétaire de ma vie et de ma maison, à une étrangère dans ma propre maison. Et croyez-moi, ce que j'ai découvert en chemin était pire que n'importe quelle assiette cassée. Tout a commencé il y a 3 ans, un mardi d'octobre qui sentait les feuilles d'automne et le café frais. Henri était décédé 6 mois plus tôt, une crise cardiaque massive en taillant les rosiers du jardin. Il est tombé parmi les fleurs qu'il aimait tant, et je l'ai trouvé avec de la terre sous les ongles et une expression presque paisible sur le visage. L'homme de ma vie est parti sans dire au revoir et m'a laissé seul dans cette maison de 3 chambres en banlieue avec 150 000 $ d'économie et un trou dans la poitrine qu'aucun argent ne pouvait combler. David est venu aux funérailles. Il a pleuré. Il m'a serré dans ses bras. Il a promis qu'il ne me laisserait jamais seul. Pendant 2 mois, il a tenu parole. Il appelait chaque semaine. Il me demandait comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose. Je me suis accroché à ses appels comme un naufragé à un morceau de bois. Il était mon seul fils, le bébé qui m'avait presque tué à la naissance. Le garçon qu'Henri portait sur ses épaules, l'adolescent rebelle qui, à 20 ans, pleurait et demandait pardon pour nous avoir donné tant de maux de tête. Puis elle est apparue, Jessica. Ils sont arrivés ensemble un samedi après-midi sans prévenir. David portait une chemise froissée et avait des cernes sous les yeux comme des rideaux. Elle portait un pull moutarde moulant et un jean qui semblait peint. Sourire parfait, ongles impeccables, yeux calculateurs. Maman, c'est Jessica, ma petite amie. Elle a tendu la main avec ce sourire que j'apprendrai plus tard à détester. Un plaisir, Madame Miller. David m'a tant parlé de vous. J'ai fait du café. J'ai sorti les pâtisseries que j'avais achetées ce matin-là à la boulangerie du coin. Nous nous sommes assis dans le salon, mon salon, avec les meubles en dénime beige que Henri et moi avions choisis ensemble il y a 15 ans. Et David a commencé à parler. L'entreprise avait fait faillite. Quelle entreprise? Ai-je demandé. Une avec des pièces automobiles,
a-t-il expliqué. Il avait investi toutes ses économies avec un associé, un type nommé Jerry. Maintenant, il était endetté. 40 000 $ de déficit. La banque le pressait. Il avait besoin d'un endroit où rester pendant qu'il se remettait sur pied. Juste quelques mois, maman. Je jure. Juste le temps que je trouve un emploi et que je puisse payer. Jessica a posé sa main sur celle de David. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes, mais d'une chose que je ne pouvais pas identifier. Alors je chercherai aussi un emploi, Madame Miller. Nous ne voulons pas être un fardeau. Nous avons juste besoin de souffler. Je les ai regardés tous les deux. Mon fils avait l'air détruit, vaincu. Et moi, stupide que j'étais, je ne pouvais voir que le garçon de 7 ans qui courait me serrer dans ses bras quand il rentrait de l'école. Restez, ai-je dit. C'est votre maison. Jessica a souri. David m'a serré si fort que j'ai eu du mal à respirer. Je ne savais pas que je venais de signer ma propre condamnation. Ils ont emménagé une semaine plus tard, valise après valise, carton après carton. Ils ont pris la chambre principale, ma chambre, celle que j'avais partagée avec Henri pendant 32 ans parce qu'elle était plus grande et que David avait besoin d'espace pour travailler sur son ordinateur. J'ai déménagé dans la chambre d'amis. Elle donnait sur le jardin et se remplissait d'humidité à chaque saison des pluies. C'est temporaire, a dit maman David en rangeant ses vêtements dans le placard où pendaient encore les chemises de son père. 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Un mariage express au tribunal sans me le dire avant 2 jours avant. Nous voulons juste quelque chose d'intime, a expliqué Jessica avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose. Juste nous, tu sais, sans complications. J'y suis allé, j'ai apporté des fleurs. J'ai pleuré en silence en les regardant signer, et ils ne sont jamais partis. Chaque fois que je demandais quand ils chercheraient leur propre logement, David changeait de sujet. Jessica soupirait profondément et commentait la difficulté de l'économie, le prix élevé des loyers, à quel point elle appréciait ma générosité. Générosité, ce mot qu'elle utilisait comme un fouet déguisé en caresse. Petit à petit, la maison a cessé d'être la mienne. Jessica a changé les rideaux du salon, ce lin ivoire que j'avais cousu moi-même, par des rideaux modernes gris métallisés. Les vôtres étaient déjà très vieux, belle-mère. Ils avaient besoin d'une rénovation. Elle a déplacé les meubles. Elle a décroché les photographies de Henri et moi du mur et les a remplacées par des tableaux abstraits qu'elle avait achetés sur un marché. Nous devons moderniser ça, tu ne crois pas? On dirait qu'on vit dans les années 90. Je suis restée silencieuse. J'ai ravalé ma fierté. Je me suis dit que ce n'était que des choses matérielles, que l'important était d'avoir mon fils près de moi. Mais ce n'était pas seulement ça. Jessica a commencé à imposer des règles, des horaires pour mes douches. Vous utilisez trop d'eau chaude et l'électricité est chère. Des restrictions dans la cuisine. Mieux vaut que je cuisine, Madame Miller. Vous êtes trop vieille pour tant d'efforts. Des interdictions d'utiliser le salon quand ils avaient des visiteurs. C'est juste que... Eh bien, vous sentez un peu la vieillesse. Ne le prenez pas mal. Et David? David regardait ailleurs. Il s'enterrait dans son téléphone. Il allait au magasin juste quand je commençais à me plaindre. Ne complique pas les choses, maman, m'a-t-il dit quand j'ai réussi à le prendre seul. Jessica veut juste de l'ordre dans sa maison. Sa maison. Ces 2 mots m'ont coupé le souffle la première fois que je les ai entendus sortir de la bouche de mon fils. 3 ans se sont écoulés ainsi. 3 ans à devenir invisible dans ma propre maison. 3 ans à laver leurs vêtements à la main parce que la machine à laver utilise trop d'électricité. 3 ans à manger seul dans la cuisine pendant qu'ils dînaient dans le salon en regardant Netflix. 3 ans à écouter Jessica critiquer tout ce que je faisais, de la façon dont je balayais à la façon dont je respirais. Et j'ai enduré parce que c'était mon fils. Parce que j'avais peur d'être complètement seul. Parce qu'à 68 ans, le monde extérieur était plus effrayant que l'enfer intérieur. Jusqu'à ce que je trouve les papiers et que je découvre que ce que je pensais être l'enfer n'était qu'un avant-goût. Les petites humiliations sont celles qui font le plus mal, pas les grandes. Celles-là, on les voit venir, on se prépare, on se défend. Ce sont les petites, celles qui arrivent déguisées en sollicitude ou en aide,
celle qui vous ronge de l'intérieur jusqu'au jour où vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez plus la femme qui vous regarde. Jessica était une experte en la matière. Tout a commencé avec le réveil. Chaque matin à 6 heures précises, elle frappait à ma porte avec ses phalanges. 3 coups secs et autoritaires. « Madame Miller, il est temps. Le petit déjeuner ne se fait pas tout seul. » Au début, j'ai cru que c'était l'affaire de quelques jours, mais c'est devenu une routine, un rituel, une obligation. Je me levais avec un corps endolori. L'arthrite dans mes genoux m'attaquait plus fort le matin et me traînait jusqu'à la cuisine pendant qu'il continuait à dormir dans mon lit, sous mes draps, dans ma chambre. Je faisais des œufs au jambon, du bacon, du pain grillé, du café à la cannelle, tout comme David les aimait depuis qu'il était enfant. Mais rien n'était plus suffisant. Les œufs sont trop coulants, disait Jessica, repoussant l'assiette avec mépris. Vous ne savez même pas casser un œuf, Madame Miller? Le café est froid, se plaignait-elle sans lever les yeux de son téléphone. Vous l'avez encore laissé reposer trop longtemps. David mangeait en silence, les yeux rivés sur son assiette comme s'il n'entendait rien, comme si je n'existais pas. Puis vint la lessive. Madame Miller, la machine à laver consomme trop d'électricité, annonça Jessica un après-midi, les mains sur les hanches, plantées dans l'embrasure de la porte du patio. D'ailleurs, vous ne payez pas un sou pour les services publics. Le moins que vous puissiez faire est de laver à la main. Alors, j'étais là, avec mes 68 ans et mes mains qui ne saisissaient plus avec force, à genoux devant une bassine en plastique, à frotter ses chemisiers en soie, ses jeans de marque, les sous-vêtements de mon fils. Cela me brisait l'âme de les toucher parce que cela me rappelait quand il était bébé et que je lui changeais ses couches avec tout l'amour du monde. Mes phalanges craquaient, ma peau pelait. Mais je ne pouvais pas me plaindre parce que c'était le moins que je puisse faire après tant de générosité. Ce mot maudit encore, générosité. Puis vinrent les restrictions d'horaire. Vous ne pouvez pas prendre de douche après 19 heures, ordonna Jessica. Le chauffe-eau consomme trop de gaz, et nous le payons. Vous ne pouvez pas regarder la télévision dans le salon quand nous avons des invités, ajouta-t-elle un autre jour. C'est juste que, eh bien, vous sentez un peu bizarre. Ce n'est pas personnel, Madame Miller. C'est juste qu'à votre âge, vous savez. Le corps change. Elle m'humiliait devant ses amis, devant ses parents. Une fois, lors d'un dîner qu'elle avait organisé sans me le dire, elle m'a enfermé dans ma chambre de l'extérieur. Elle est très fatiguée, l'ai-je entendu dire aux invités. Mieux vaut qu'elle se repose. J'ai passé 3 heures là-dedans à écouter les rires et la musique de l'autre côté de la porte, à frapper sans que personne ne vienne ouvrir jusqu'à la fin de la fête. Et Jessica s'est souvenue qu'elle m'avait enfermé. Oh, désolé, belle-mère. J'ai complètement oublié. Et David, mon fils, le garçon que j'ai mis au monde après 22 heures de travail. Rien. Un silence absolu. Un après-midi, je l'ai affronté. Je l'ai attendu dans le couloir quand il est sorti de la douche, encore les cheveux mouillés, sentant ce shampoing coûteux qu'il achetait avec mon argent. David, je dois te parler. Pas maintenant, maman. Je suis pressé. C'est important. Il a soupiré. Ce soupir que je connaissais si bien. Celui qu'il utilisait adolescent quand je lui demandais de ranger sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ta femme Jessica. Elle me traite mal, mon fils. Elle m'humilie. Elle me fait sentir que je gêne dans ma propre maison. Il s'est frotté le visage avec les mains. Il a évité mon regard. Maman, tu es vieille. Ne complique pas les choses. Jessica veut juste de l'ordre dans sa maison. Si tu n'aimes pas, eh bien, tu peux chercher un autre endroit. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Sa maison. David, c'est ma maison. Je l'ai payée avec ton père pendant 30 ans. Oui, mais maintenant, nous payons les services publics. Nous faisons en sorte que cela fonctionne. Tu es juste là. Tu es juste là. Ces 4 mots m'ont coupé le souffle. Mon fils me regardait comme si j'étais un vieux meuble qui n'était plus utile, mais que par pitié on n'osait pas jeter. Qu'est-ce que cette femme t'a fait, David? Où est le fils que j'ai élevé? J'ai grandi, maman. C'est ce qui s'est passé. Je ne suis plus ton petit garçon. J'ai ma propre famille maintenant. Il est parti. Il m'a laissé debout dans le couloir,
les larmes coulant sur mes joues, me serrant dans mes bras parce qu'il n'y avait personne d'autre pour me serrer. Cette nuit-là, je n'ai pas dîné. Je suis resté dans ma chambre, fixant les taches d'humidité au plafond, me demandant à quel moment j'avais perdu mon fils. Mais le pire n'était pas encore passé. Parce que 3 semaines plus tard, en cherchant une facture d'électricité que Jessica jurait que j'avais perdue, j'ai ouvert le tiroir du bureau dans le bureau, celui qui avait été celui de Henri, et j'ai trouvé un dossier Bristol caché sous de vieux dossiers. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes, et ce que j'ai vu à l'intérieur a fait arrêter le monde. C'étaient des documents légaux, des actes notariés, des papiers avec le sceau d'un avocat que je ne connaissais pas. Et mon nom, Martha Miller, veuve de Monsieur Miller, apparaissait encore et encore à côté de mots qui me glaçaient le sang. Incompétence mentale, progressivicile, incapacité à administrer des biens. Ils essayaient de me déclarer folle. Ils essayaient de tout me prendre. Mon propre sang volait la maison pour laquelle Henri avait donné 30 ans de sa vie. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir les papiers. Il y avait des rapports médicaux, faux, car je n'étais jamais allé chez ce médecin, avec des diagnostics inventés, des déclarations signées par des témoins qui auraient vu ma détérioration mentale, tout soigneusement fabriqué, et à la fin du dossier, un document qui m'a traversé comme une balle. Des relevés bancaires du compte joint que j'avais ouvert avec David pour les urgences, celui qui contenait les 150 000 $ que Henri m'avait laissés. Il ne restait que 50 000 $. Ils avaient retiré 100 000 $, volés par mon fils et cette vipère qui se faisait appeler ma belle-fille. Je me suis laissé tomber sur la chaise de bureau, la même où Henri s'asseyait pour faire ses comptes le dimanche, et j'ai sangloté jusqu'à ne plus avoir de larmes. Comment en étais-je arrivé là? Comment les avais-je laissés me détruire ainsi? La réponse était simple et douloureuse. Parce que je les aimais. Parce que c'était ma famille. Parce que j'avais peur d'être laissé seul. Mais cet après-midi-là, parmi ces papiers qui sentaient la trahison, quelque chose a changé en moi. La peur a commencé à se transformer en rage, et la rage, comme ils allaient bientôt le découvrir, peut être bien plus dangereuse que le silence. J'ai remis les documents exactement comme je les avais trouvés. Avec des mains qui tremblaient encore, j'ai plié chaque papier, suivant les plis originaux, je les ai remis dans le dossier Bristol et je les cachais sous les mêmes vieux dossiers. J'ai fermé le tiroir lentement en silence comme si quelqu'un pouvait m'entendre même si la maison était vide. Jessica était partie faire du shopping. David était à un entretien d'embauche. Un autre mensonge dans la collection qu'ils avaient construite autour de moi. Je me suis assise sur le canapé du salon, celui qu'ils ne me laissaient plus utiliser quand ils étaient là. Et j'ai regardé les murs de ma maison comme si je les voyais pour la première fois. Les photographies de Henri avaient disparu. Les souvenirs de 32 ans de mariage effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. À leur place, des tableaux sans âme que Jessica avait achetés en solde. 100 000 $. Le chiffre tournait dans ma tête comme un vautour au-dessus de sa proie. C'était plus que de l'argent. C'était la sueur de Henri qui se levait à 5 heures du matin pendant 30 ans pour conduire son taxi. C'était les nuits que j'avais passées éveillé à coudre pour d'autres pour gratter la compte de cette maison. C'était chaque dollar économisé, chaque luxe refusé, chaque sacrifice fait avec la promesse qu'un jour nous pourrions nous reposer. Et mon fils, mon propre sang, me l'avait volé tout en me forçant à laver ses vêtements à la main. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était les papiers pour me déclarer incompétente, pour m'effacer légalement, pour me transformer en fantôme dans ma propre vie. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir détruite. Les jours suivants, je suis devenue une actrice consommée. Chaque matin, je me levais à 6 heures, préparais le petit déjeuner, endurais les insultes de Jessica la tête baissée. Je lavais les vêtements, nettoyais les sols, me faisais petite, invisible, inoffensive. Mais à l'intérieur, je complotais. J'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas affronter cela seul. Et il n'y avait qu'une seule personne au monde à qui je pouvais faire entièrement confiance. Ma cousine Louise. 71 ans de fibres d'acier pur enveloppées d'élégance. Une avocate à la retraite de Chicago avec 3 enfants qui avaient réussi et 0 tolérance pour les bêtises. Nous avions grandi ensemble, partagé des poupées de chiffon et des secrets de jeunesse. Elle était la seule vraie famille qui me restait. Je l'ai appelée un mardi après-midi quand Jessica est allée à son cours de yoga,
une autre chose qu'elle payait avec mon argent. Et David était Dieu sait où faisant Dieu sait quoi. Cousine, que s'est-il passé? Tu ne m'as pas appelé depuis des mois. Et puis j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. Les humiliations, les insultes, l'argent volé, les faux documents. Chaque mot est sorti entre des sanglots que je ne pouvais plus contenir. 3 ans de douleur condensée en 20 minutes de confession téléphonique. Il y a eu un silence quand j'ai eu fini. Un silence si lourd que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Louise, je suis là. Sa voix sonnait différemment. Froide. Dangereuse. Et tu vas permettre à cette vipère de prendre ce que Henri a construit avec sa sueur? Tu vas laisser ton fils, mon neveu, te voler et t'effacer comme si tu ne valais rien? Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, moi, si. Écoute-moi bien, Martha. Ces documents ne valent rien sans ta signature lors d'un procès formel. Rien. Mais si nous n'agissons pas maintenant, ils vont forger ta signature ou te faire pression jusqu'à ce que tu cèdes. Tu me comprends? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Tu as besoin d'un avocat aujourd'hui, tout de suite. Je n'ai pas d'argent pour. J'ai des contacts, un collègue d'université qui gère ses affaires. Je vais l'appeler tout de suite. Mais Martha, écoute-moi bien. Tu dois être forte. Tu as tout le pouvoir ici. La maison est à ton nom. L'argent est à toi. Le problème est que tu as cru à l'histoire que tu es inutile. Ces mots m'ont frappé comme une gifle nécessaire. Il est temps que tu te souviennes qui tu es, cousine. Tu es Martha Miller. La femme qui a élevé seule un fils pendant que son mari travaillait 12 heures par jour. Celle qui a construit une maison à partir de rien. Celle qui a survécu à la mort de son partenaire de vie. Tu n'es pas la vieille femme inutile que cette misérable veut te faire croire que tu es. Quelque chose s'est allumé en moi. Une petite étincelle, mais féroce. Que dois-je faire en premier? Ne touche pas à ces documents. Laisse-les là comme preuve. Deuxièmement, l'avocat va t'appeler demain. Il s'appelle Robert Davis. Tu lui fais confiance pour tout. Troisièmement, tu as besoin de preuves des humiliations. As-tu un moyen d'enregistrer? Je ne sais pas comment utiliser ces choses. As-tu des voisins dignes de confiance? J'ai pensé à Lisa, la fille du numéro 42, une étudiante en soins infirmiers, toujours gentille, toujours à demander si j'avais besoin de quelque chose quand nous nous croisions dans la rue. Oui, il y a une jeune fille. Parfait. Demande-lui de l'aide. Dis-lui que tu as besoin d'installer des caméras ou d'enregistrer avec ton téléphone. Les jeunes s'y connaissent. Nous avons besoin de preuves de la façon dont ils te traitent. Chaque insulte, chaque humiliation, tout. Louise, j'ai peur. Je sais, cousine, mais sais-tu ce qui est plus effrayant? Finir tes jours dans une maison de retraite pendant que ces deux-là dépensent ton argent en vacances. C'est ce que tu veux? Non. Alors bats-toi. Batte-toi avec tout ce que tu as. Et tu n'es pas seul. Je viens ce week-end. Nous allons couler cette vipère et ce fils ingrat jusqu'à ce qu'ils implorent pitié. Nous avons raccroché. Je me suis assise dans le salon en regardant mes mains ridées. Ces mains que Jessica méprisait tant. Et pour la première fois en 3 ans, je ne les ai pas vues comme faibles. Je les ai vues comme des armes. Le lendemain, Robert Davis m'a appelé. Voix professionnelle, ton sérieux. Il m'a expliqué les démarches légales pour protéger mes biens et mon argent. Il m'a dit que je devais agir vite, bloquer l'accès aux comptes bancaires, recueillir des preuves de fraude, documenter les abus. Madame Miller, la loi est de votre côté, mais j'ai besoin que vous soyez courageuse. Pouvez-vous le faire? J'ai regardé vers la cuisine où Jessica préparait un smoothie avec des ingrédients biologiques qui coûtaient 20 $. Des ingrédients que j'avais payés sans le savoir. Oui, ai-je répondu. Je peux le faire. Cet après-midi-là, quand Jessica est allée au salon, j'ai frappé à la porte de l'appartement 42. Lisa a ouvert avec son sourire habituel. Madame Miller, quel plaisir de vous voir. Entrez. Entrez. Lisa, j'ai besoin de votre aide, et je ne peux pas tout expliquer, mais faites-moi confiance. Je lui ai dit l'essentiel.
Elle a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, ses yeux bruns se sont remplis d'indignation. Cette misérable. Désolé pour le langage, madame, mais c'est ce qu'elle est. Bien sûr, je vais vous aider. Écoutez, j'ai des petites caméras que j'ai achetées pour mon projet scolaire. Elles peuvent être cachées facilement, et je vais vous apprendre à enregistrer avec votre téléphone portable. Nous avons passé 2 heures à nous entraîner, comment activer l'enregistreur audio du téléphone sans que cela se remarque, ou placer les mini-caméras. Dans le salon, horloge dans la cuisine, vase dans le cadre photo dans le couloir. Quand elle vous maltraite, enregistrez tout, a instruit Lisa. Chaque mot, aussi cruel soit-il. En fait, plus c'est pire, mieux c'est. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, pendant que je préparais le dîner, Jessica a fait irruption dans la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que cette saleté ?» a-t-elle crié en désignant le ragoût de poulet que je cuisinais. « Combien de fois dois-je vous dire que David ne mange pas d'oignons ? Êtes-vous sourde ou stupide ?» Mon téléphone portable était dans ma poche de tablier, enregistrant. « Désolé, Désolé. Désolé. C'est la seule chose que vous savez dire. Vous savez quoi ? Ne cuisinez même plus. Vous êtes bonne à rien. Vous êtes inutile, un fardeau. Si David n'était pas si noble, il vous aurait mise à la porte il y a des années. » Chaque mot était enregistré avec une clarté parfaite. À votre âge, vous devriez être reconnaissante que nous vous soutenions. La plupart des vieilles femmes comme vous finissent abandonnées à manger des restes dans une maison de retraite bon marché. J'ai gardé la tête baissée, les mains occupées à éplucher des pommes de terre. Mais à l'intérieur, je souriais parce que chaque insulte était une balle que j'utiliserais contre elle plus tard. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai recueilli des preuves comme un chasseur patient. Les caméras ont capturé Jessica me criant dessus, m'insultant, me traitant comme un déchet. L'audio a enregistré ses commentaires cruels sur mon âge, mon odeur, mon inutilité. Et puis j'ai trouvé quelque chose que je ne cherchais même pas. Une nuit, incapable de dormir, je suis descendu à la cuisine pour un verre d'eau. Il était 2 heures du matin. La maison était silencieuse. Mais en passant devant le salon, j'ai entendu des voix chuchoter dans la chambre principale. Jessica, mais elle ne parlait pas à David. Elle parlait au téléphone. Je me suis approché de la porte, le cœur battant dans ma poitrine. Le bois était un peu entrouvert, d'1 centimètre. J'ai sorti mon téléphone portable, activé l'enregistreur et retenu mon souffle. Ne sois pas impatient, mon amour. Tout est presque prêt, disait Jessica avec une voix que je ne lui avais jamais entendue. Douce, affectueuse, intime. L'avocat dit que dans 1 mois, max, nous aurons les actes. Oui, à mon nom. David ne se doute de rien. L'idiot pense que je le fais pour lui. Elle a ri. Un rire qui m'a glacé le sang. Évidemment, je vais le quitter. Jerry, tu penses que j'ai épousé cet imbécile par amour ? S'il te plaît. C'était juste le moyen d'obtenir la maison. Oui. La vieille est presque neutralisée. Dès que j'aurai tout signé, je commencerai le divorce et nous partirons à Porto Vierda comme nous l'avions prévu. Jerry, le partenaire de l'entreprise qui avait échoué, le partenaire qui leur avait tout volé. Il n'y avait pas d'entreprise. Il n'y en a jamais eu. Tout, absolument tout avait été un mensonge depuis le début. Jessica ne me volait pas seulement, elle volait David aussi. Et mon fils, si stupide et aveuglé, faisait partie du plan sans même le savoir. J'ai enregistré pendant 10 minutes chaque mot, chaque rire, chaque détail du plan pour me laisser sans rien et abandonner mon fils comme un chien errant. Quand je suis remonté dans ma chambre, je ne tremblais plus de peur. Je tremblais de pure rage cristalline. Maintenant, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et le meilleur de tout, il n'avait aucune idée que la vieille dame inutile venait de devenir la personne la plus dangereuse de cette maison. Le calendrier indiquait le 15 mars, mon 69e anniversaire, 1 an de plus vers mes 70 ans, 1 an de plus loin du Henri qui me chantait la chanson d'anniversaire avec sa voix fausse en m'apportant le café au lit. Je n'attendais rien. J'avais appris à n'attendre rien. Mais Jessica avait d'autres projets. Belle-mère, m'a-t-elle dit ce matin-là avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous allons organiser un petit dîner pour fêter votre anniversaire. Quelque chose d'intime. La famille seulement. Qu'en pensez-vous ?
Cela m'a prise par surprise. Pendant 3 ans, mon anniversaire était passé inaperçu. Pas une félicitation, pas un câlin, pas même un message de David. Et maintenant, tout à coup, il voulait célébrer. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit avec prudence. Je ne veux pas causer de problème. Oh, ne soyez pas comme ça. Nous insistons. N'est-ce pas, mon amour? Elle a donné un coup de coude à David, qui déjeunait sans lever les yeux de son téléphone. Oui, bien sûr. Joyeux anniversaire, maman. Il ne m'a même pas regardé quand il l'a dit. Quelque chose ne collait pas. Mon instinct, celui que j'avais ignoré pendant 3 ans, me criait d'être prudente. Mais j'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai fait semblant d'être reconnaissante parce que maintenant je savais aussi jouer. J'ai passé la journée à préparer ma propre fête. Jessica m'avait fait nettoyer la maison pour que tout ait l'air présentable. J'ai épousseté, lavé, nettoyé les salles de bain, poli les miroirs. Mes genoux criaient de douleur. Mon dos brûlait, mais je ne me suis pas plainte. Mon téléphone portable dans ma poche enregistrait chaque ordre, chaque commentaire blessant. Madame Miller, nettoyez bien ce coin. Vous ne le voyez pas? Il est plein de toiles d'araignée. Oh, mon Dieu! À votre âge, vous ne pouvez même pas voir. Eh bien, dépêchez-vous. Les invités arrivent à 19h, et la cuisine n'est toujours pas terminée. À 18h, quand j'ai fini de laisser la maison étincelante, je suis monté dans ma chambre pour me changer. J'ai mis une robe marron que je n'avais pas portée depuis les funérailles de Henri. Je me suis à peine maquillé, un peu de poudre, un rouge à lèvres discret. J'ai peigné les cheveux gris que Jessica disait toujours me faire paraître négligé. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait semblait fatiguée. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose de dur, de déterminé. Joyeux anniversaire, Martha. Je me suis dit, que ce soit le dernier que tu passes à être lâche. Je suis descendu à 19h précise. Le salon était décoré, des ballons dorés, que j'avais gonflés cet après-midi-là, et un panneau qui disait « Joyeux anniversaire » accroché au mur. La table à manger était mise avec la nappe en lin brodé qui avait appartenu à ma mère. Mais quand j'ai vu qui étaient les invités, mon estomac s'est noué. Les parents de Jessica, son frère avec sa petite amie, 3 de ses amis que je n'avais jamais vus, et ce type Jerry. Oui, le soi-disant partenaire qui les avait volés, assis là comme de rien, une bière à la main. Pas une seule personne que je connaissais, pas mes amis de l'église, pas ma cousine Louise, pas les voisins avec qui j'avais partagé 30 ans de vie. Ce n'était pas ma fête d'anniversaire. C'était la fête de Jessica. J'étais juste l'excuse. Voilà la reine de la fête, a annoncé Jessica avec une voix chantante, me désignant comme si j'étais un animal de cirque. Venez tous dire bonjour. Ils m'ont entouré de fausses étreintes et de vœux vides. Le père de Jessica, un homme costaud qui sentait le cigare bon marché, m'a tapé dans le dos. Toutes mes félicitations, madame. 69 ans. Waouh, ma mère n'a même pas atteint 65 ans. Quel commentaire des plus appropriés pour une fête. Nous nous sommes assis pour dîner. Jessica avait commandé de la nourriture dans un restaurant cher, des pâtes, des salades gastronomiques, du pain artisanal, tout payé avec l'argent qu'ils avaient volé sur mon compte. Je me suis assise au bout de la table, à la place la moins importante, tandis que Jessica présidait comme une reine dans ma chaise, dans ma salle à manger, dans ma maison. David était à ses côtés, souriant inconfortablement, versant du vin aux invités. Un toast, a annoncé le père de Jessica en levant son verre. À Madame Miller, qui a la chance d'avoir une belle-fille si dévouée qui prend soin d'elle dans sa vieillesse. Tout le monde a ri et trinqué. J'ai tenu mon verre d'eau. Il ne m'avait pas servi de vin et j'ai forcé un sourire. Oui, c'est de la chance, a continué la mère de Jessica, une femme mince avec trop de maquillage. À son âge, beaucoup de femmes finissent seules, abandonnées par leur famille. Quelle bénédiction que David et ma fille l'aient accueilli. Accueilli comme si j'étais sans abri, et il m'avait sauvé de la rue. Personne n'a mentionné que c'était ma maison, que c'était eux que j'avais accueillis quand ils sont arrivés sans rien. Le dîner s'est poursuivi au milieu des rires et des anecdotes qui ne m'incluaient pas. Ils parlaient de voyages, de restaurants, de projets futurs. J'étais juste un autre meuble dans la pièce, invisible,
insignifiante, jusqu'à ce que Jessica fasse l'annonce. Elle a tapé son verre avec un couteau pour attirer l'attention. Tout le monde s'est tu. Elle s'est levée, rayonnante, avec ce sourire parfait qu'elle avait perfectionné. Eh bien, puisque nous sommes tous réunis, David et moi voulons partager une nouvelle excitante. Mon fils s'est également levé, prenant sa main. Nous allons rénover complètement la maison, a annoncé Jessica, ouvrant les bras comme si elle présentait un projet à la télévision. Nouvelle salle de bain, cuisine moderne, parquet en bois, tout. Nous avons déjà le budget, et nous commençons le mois prochain. Applaudissements. Félicitations. Comme c'est excitant. Comme c'est merveilleux. Personne n'a demandé mon avis. Et elle a continué en désignant les murs du salon. Nous allons jeter toutes ces antiquités que Madame Miller garde. Vieux meubles, photos anciennes, cette vaisselle en porcelaine que personne n'utilise. Tout part. La maison ressemble à un musée des années 70. Rire, murmure d'approbation. J'ai eu l'impression de me noyer. Ces antiquités, c'était ma vie. Chaque photographie était un souvenir d'Henri. Chaque meuble, une histoire. La vaisselle en porcelaine avait appartenu à 3 générations de femmes Miller. Excusez-moi, ai-je dit d'une voix à peine audible. Ces choses ont une valeur sentimentale. Vous ne pouvez pas. Oh, belle-mère, Jessica m'a interrompu, se tournant vers moi avec cette expression de fausse patience que je détestais tant. À votre âge, il faut apprendre à lâcher prise des choses matérielles. D'ailleurs, nous avons besoin d'espace. On ne peut pas vivre dans le passé éternellement. Le frère de Jessica a lâché un rire. C'est vrai. Ma grand-mère était pareille. Elle gardait même des sous-vêtements déchirés parce qu'ils avaient une valeur sentimentale. Plus de rire. Je me suis enfoncé dans ma chaise, les joues brûlantes d'humiliation. Puis Jerry, ce sacré Jerry qui chuchotait des choses sales à ma belle-fille au téléphone pendant que mon fils dormait, a levé son verre. Eh bien, je porte un toast à Jessica et David. Au couple parfait qui s'est modernisé une vieille maison comme moi. Et nous devons être reconnaissants, a ajouté Jessica, me regardant droit dans les yeux avec des yeux pleins de poison déguisés en miel. Que Madame Miller soit si compréhensive. À son âge, beaucoup finissent dans une maison de retraite à manger de la purée et à regarder la télévision toute la journée. Mais elle a la chance d'être ici avec nous, de faire partie de la famille. Un silence gênant. Certains invités ont regardé ailleurs. D'autres ont souri nerveusement, mais personne ne m'a défendu. Et David, mon fils, mon unique fils, est resté là, verre à la main, évitant mon regard. Eh bien, a dit le père de Jessica, brisant la tension. Où est le gâteau? Jessica a applaudi. Ah, oui, j'en ai apporté un spécial. David m'a aidé. Ils sont sortis à la cuisine. Les invités ont repris leur conversation. Je suis resté assise dans mon coin, avec un nœud dans la gorge si gros que je pouvais à peine respirer. Ils sont revenus avec un petit gâteau, plus adapté à un enfant qu'à quelqu'un qui fêtait ses 69 ans, avec des bougies allumées. Ils l'ont placé devant moi. Chantez, a ordonné Jessica. Ils ont chanté la chanson d'anniversaire faux, vite, sans enthousiasme, comme quelqu'un qui s'acquitte d'une obligation ennuyeuse. Fais un vœu, belle-mère. J'ai regardé les bougies. J'ai regardé les visages autour de moi. Des étrangers, tous des étrangers. J'ai regardé mon fils, qui a finalement soutenu mon regard une seconde avant de se détourner. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la rage, une colère, une indignation brûlante. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste fermé les yeux, fait un vœu qu'il n'aurait jamais imaginé, et j'ai soufflé les bougies. Applaudissements tièdes. Jessica a coupé le gâteau. Un petit morceau pour moi, des morceaux généreux pour tous les autres. Nous avons mangé en silence, mal à l'aise. À 22 heures, les invités ont commencé à partir. Adieu, câlin. Toutes mes félicitations, madame. Prenez soin de vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Quand le dernier est parti, Jessica s'est laissée tomber sur le canapé avec un soupir dramatique. Comme c'est épuisant. David, nettoie ça pour moi pendant que je me douche. Mon fils a obéi comme un chien dressé, ramassant les assiettes sales,
les verres, les serviettes froissées. Je suis restée assise dans mon coin, regardant les restes de ma fête d'anniversaire qui n'avait pas du tout été la mienne. David est passé près de moi, portant des assiettes à la cuisine. Il n'a rien dit. Pas un joyeux anniversaire supplémentaire. Pas j'espère que tu t'es amusé. Rien. Je suis monté dans ma chambre avec des jambes lourdes et un cœur encore plus lourd. J'ai enlevé la robe marron et l'ai suspendue dans le placard. Je me suis assise sur le lit, ce lit jumeau grinçant si différent du lit king size de ma chambre, qu'ils occupaient maintenant, et j'ai sorti la photographie de Henri que je gardais dans le tiroir de la table de chevet. Pardonne-moi, ai-je murmuré à cette image en noir et blanc de mon mari souriant dans son uniforme de chauffeur de taxi. Pardonne-moi d'avoir été si faible, de les avoir laissés piétiner tout ce que nous avions construit ensemble. Des larmes ont coulé sur la vitre du cadre, déformant son visage. Mais plus maintenant, mon amour. Je te jure, plus maintenant. J'ai rangé la photographie. J'ai sorti mon téléphone portable. J'ai passé en revue les enregistrements de la journée. Chaque insulte déguisée, chaque humiliation publique, tout parfaitement documenté. Puis j'ai composé le numéro de ma cousine Louise, elle a répondu à la deuxième sonnerie. Cousine, que s'est-il passé? Il est presque 23 heures. Louise, ai-je dit d'une voix ferme, sans plus de larmes. J'ai besoin que tu viennes demain. Pas ce week-end. Demain. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini de recueillir des preuves. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, pour mon 69e anniversaire, ils m'ont humilié pour la dernière fois. Il y a eu une pause. Je fais ma valise, a répondu ma cousine. Et j'appelle Robert, pour qu'il est tout prêt. Game over, Martha. Maintenant, c'est la guerre. J'ai raccroché. J'ai éteint la lumière, mais je n'ai pas pu dormir car pour la première fois en 3 ans, je n'avais pas peur du lendemain. J'éprouvais de l'anticipation. Le lendemain matin, le temps était gris. De lourds nuages couvraient le ciel, menaçant d'orage. Mais je me sentais étrangement légère, comme si quelque chose de toxique s'était enfin évacué de mon corps pendant la nuit. Je me suis levé avant que Jessica ne frappe à ma porte. Je me suis habillé avec soin. Jean, blouse moutarde, le pull tricoté que Henri m'avait offert pour notre dernier anniversaire. Je me suis regardé dans le miroir et pour la première fois depuis des mois, j'ai reconnu la femme qui s'y reflétait. Martha Miller, pas la victime, pas la vieille femme inutile, la femme qui avait survécu à la pauvreté, aux accouchements difficiles, à la mort de son mari, celle qui avait du feu dans les veines, même si elle l'avait oublié un moment. Je suis descendu à la cuisine. J'ai fait du café juste pour moi. J'ai pris des pâtisseries dans le placard. Je me suis assise à table et j'ai pris mon petit déjeuner en silence, regardant par la fenêtre les nuages s'assombrir. À 9 heures du matin, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Jessica est apparue en jogging et t-shirt, les cheveux attachés en queue de cheval désordonnée, bâillant. « Bonjour », ai-je dit calmement. Elle m'a regardé surprise. « Tu as déjà déjeuné. Et le nôtre ?» Je ne l'ai pas encore fait, ses yeux se sont plissés. « Excusez-moi, j'ai dit que je ne l'avais pas encore fait. Si vous voulez déjeuner, la cuisine est là. » Le silence qui a suivi était délicieux. Jessica est restée figée dans l'embrasure de la porte, la bouche légèrement ouverte, traitant ce qu'elle venait d'entendre. C'était probablement la première fois en 3 ans que je ne sautais pas pour lui obéir. « Vous vous sentez mal, belle-mère » a-t-elle demandé avec cette voix douce qu'elle utilisait en préparant une attaque. « Je me sens parfaitement bien. » « Merci. » « Alors je ne comprends pas pourquoi. » « Parce que j'ai 69 ans et que mes genoux me font mal. » « Parce qu'hier j'ai nettoyé toute cette maison pour votre fête. » « Parce que je suis fatigué, et parce qu'honnêtement vous avez 2 mains parfaitement fonctionnelles. » Les yeux de Jessica se sont allumés d'une fureur à peine contenue. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais à ce moment-là la sonnette a retenti, fort, insistante, comme si quelqu'un frappait avec urgence. « Vous attendez quelqu'un » a demandé Jessica avec méfiance. « Oui. » Je me suis levé de table, calmement, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Il y avait ma cousine Louise. 71 ans d'élégance pure, enveloppée dans un tailleur couleur sable, cheveux courts, parfaitement coiffée,
lunettes à monture dorée, valise de voyage à ses côtés. Elle ressemblait à une avocate, même pendant son jour de congé, parce que c'était ce qu'elle avait toujours été, une femme qui ne prenait rien de personne. « Cousine », a-t-elle dit, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Louise. » Nous nous sommes serrés fort dans nos bras. Elle sentait le parfum français et la détermination. « Qui est-ce » a demandé Jessica depuis la cuisine, jetant un œil avec un visage inamical. Louise est entrée, traînant sa valise, regardant ma belle-fille de haut en bas avec une expression qui aurait pu geler de la lave. « Je suis Louise Miller, la cousine de Martha, avocate. »« Et vous êtes ?» ?»« Jessica, la femme de David, la propriétaire de cette maison. » Oh, quelle erreur! Louise a lâché un rire sec. « La propriétaire ?» Intéressant. Parce que d'après les actes que j'ai examinés hier avec le notaire, la seule propriétaire de cette propriété est Martha Miller, veuve de Monsieur Miller. Mais bon, peut-être avez-vous des informations que je ne connais pas. Le visage de Jessica est devenu pâle, puis rouge, puis violet. Je voulais dire que... Ne vous inquiétez pas. Je sais exactement ce que vous vouliez dire. À ce moment-là, David est descendu les escaliers, se frottant les yeux. C'est quoi tout ce bruit, maman? Qui? Tante Louise. David, ça faisait longtemps neveu. Son ton était froid comme un iceberg. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était aux funérailles d'Henri. 3 ans. Pas un appel, pas une visite. David a dégluti difficilement. C'est juste que nous avons été occupés avec. Avec voler ta mère. Oui, j'ai entendu. Silence absolu. Jessica a fait un pas en avant. Excusez-moi. Qui pensez-vous être pour venir ici? Je suis la cousine qui va s'assurer que vous payez chaque dollar que vous avez volé à Martha et chaque humiliation, chaque insulte, chaque jour de maltraitance. Louise a sorti son téléphone portable de son sac. Voulez-vous que je diffuse les enregistrements maintenant ou préférez-vous continuer à faire semblant? Les yeux de Jessica se sont écarquillés comme des soucoupes. Enregistrements? De quoi parlez-vous? Des 27 enregistrements audio où vous insultez ma cousine? Des vidéos où vous la traitez comme un déchet? De la conversation téléphonique où vous dites à votre amant Jerry que vous allez quitter David dès que vous aurez la maison à votre nom? David a trébuché comme s'il avait reçu un coup de poing. Quoi? Jerry? De quoi parle-t-elle? Jessica est devenue blanche comme un linge. C'est un mensonge. Cette vieille femme invente. Voulez-vous que je demande à votre mari si c'est un mensonge? Louise a appuyé sur un bouton de son téléphone. La voix de Jessica a rempli le salon. Ne sois pas impatient, mon amour. Tout est presque prêt. L'avocat dit que dans un mois, max, nous aurons les actes. Oui, à mon nom. David ne se doute de rien. L'idiot pense que je le fais pour lui. J'ai regardé mon fils s'effondrer. Littéralement, il est tombé sur l'escalier, les mains sur la tête, respirant difficilement. Évidemment, je vais le quitter. Jerry, tu penses que j'ai épousé cet imbécile par amour? S'il te plaît. C'était juste le moyen d'obtenir la maison. Éteins, a murmuré David. S'il te plaît, éteins. Louise a arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Jessica a essayé de se reprendre. C'est tiré de son contexte. Je n'ai jamais. J'ai 12 minutes d'audio complet, l'a interrompu Louise. Voulez-vous que je continue? J'ai aussi les relevés bancaires montrant les 100 000 $ que vous avez retirés du compte de Martha et les faux documents que vous avez préparés pour la déclarer incompétente. Dois-je continuer? Personne n'a parlé. Je me tenais à côté de Louise, les bras croisés, regardant le château de mensonges qu'ils avaient construit s'effondrer brique par brique. David a levé les yeux vers Jessica. Il avait les larmes aux yeux. Est-ce vrai? Est-ce que tout cela est vrai? Jessica a ouvert la bouche, l'a refermée, cherchant des mots qu'elle ne trouvait pas. Réponds-moi, a crié mon fils en se levant. Est-ce vrai? David, si tu me laisses expliquer. Réponds. Oui, a-t-elle explosé finalement? Oui, c'est vrai. Contente,
contente de savoir que tu as été utilisé parce que c'est ce que tu es, David. Un moyen pour une fin, un idiot utile qui. La gifle a résonné dans toute la maison. David avait giflé Jessica. Sa main tremblait. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux. Sors, a-t-il dit d'une voix brisée. Sors de cette maison tout de suite. Cette maison est aussi la mienne, a craché Jessica, la joue rouge. Nous sommes mariés. J'ai des droits. Cette maison, ai-je dit en parlant pour la première fois depuis l'arrivée de Louise, n'a jamais été la tienne, et ne le sera jamais. Et si tu ne pars pas dans les 5 minutes, j'appelle la police et je porte plainte pour fraude, vol et abus. Jessica m'a regardé avec une haine pure. Ça ne va pas en rester là. Je vais te poursuivre en justice. Vas-y, a dit Louise avec un sourire aiguisé. Fais-le. Comme ça, au tribunal, je pourrai présenter toutes les preuves officiellement. Le juge va adorer les vidéos où tu insultes une femme de 69 ans dans sa propre maison. Jessica a tremblé de rage. Elle a regardé David cherchant du soutien. Mon fils a détourné le visage. Tu es un lâche, lui a-t-elle craché. Comme ta mère. 2 lâches pathétiques. 3 minutes, ai-je dit sans broncher. Jessica a dévalé les escaliers. Nous l'avons entendu ouvrir des tiroirs, jeter des choses, maudire. 15 minutes plus tard, elle est descendue avec 2 valises, les cheveux en désordre, les yeux brûlants de fureur. Ça ne finit pas là, a-t-elle sifflé avant de partir en claquant la porte. Quand le bruit de ses talons s'est estompé au loin, David s'est effondré. Il est tombé à genoux au milieu du salon, sanglotant comme un enfant. Maman, je ne savais pas. Je ne savais rien de Jerry, de l'argent, des documents. Je pensais. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé d'en haut. Ce fils qui m'avait trahi, qui m'avait laissé être humilié pendant 3 ans, qui avait choisi le silence plutôt que de me défendre. Tu pensais quoi, David, ai-je demandé d'une voix calme. Tu pensais que c'était normal qu'elle me traite comme un déchet. Tu pensais que je méritais de dormir dans la chambre d'amis pendant que tu occupais ma chambre. Tu pensais que laver tes vêtements à la main à mes 69 ans était juste. Je suis un idiot. Un lâche. Tu as raison. Je ne t'ai pas défendu. J'ai vu comment elle t'humiliait et je n'ai rien fait. Pardonne-moi, maman. S'il te plaît. Des larmes coulaient sur son visage. Il semblait sincère. Détruit. Brisé. Mais j'avais aussi été détruite et brisée, et personne ne m'avait aidé. Je ne sais pas si je peux te pardonner, David, ai-je dit finalement. Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier que quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné. Que tu as choisi cette femme plutôt que ta propre mère. Je sais, et je me déteste pour ça. Mais donne-moi une chance. Juste une chance de réparer ça. Louise a posé sa main sur mon épaule. La décision te revient, cousine. J'ai regardé mon fils, 38 ans, à genoux sur le sol, pleurant comme le garçon qu'il avait été, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était peut-être quelque chose de similaire à la possibilité du pardon. Un jour, peut-être. Lève-toi, ai-je dit, et écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans cette maison. C'est ma maison. Tu es ici parce que je le permets. Et si tu veux regagner ne serait-ce qu'une parcelle de ma confiance, tu vas devoir travailler très dur. N'importe quoi, a-t-il sangloté. N'importe quoi, maman. Premièrement, tu vas chercher un emploi aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Deuxièmement, tu vas rembourser chaque dollar que tu as volé sur mon compte. Je ne sais pas comment, mais tu vas le faire. Troisièmement, tu vas suivre une thérapie parce que tu as de sérieux problèmes que tu dois régler, il a hoché la tête frénétiquement. Oui, tout ce que tu veux. Et quatrièmement, ai-je ajouté d'une voix plus douce. Tu vas m'aider à récupérer la maison que ton père et moi avons construite. Tu vas décrocher ces tableaux horribles que Jessica a mis. Tu vas raccrocher les photos de Henri. Tu vas redonner son âme à cet endroit. Je le ferai. Je te le promets. Je ne savais pas si je le croyais. Honnêtement, à ce moment-là, je ne savais pas si je croirais un jour en mon fils. Mais au moins,
il avait fait le premier pas, et moi. J'avais retrouvé ma voie. Les jours qui ont suivi ont été étranges, comme se réveiller d'un long cauchemar et découvrir que le monde tournait toujours. Mais tout semblait différent, plus net, plus réel. Louise est restée avec moi. Nous avons mis sa valise dans la chambre d'amis, ma chambre que j'ai enfin récupérée, tandis que David a déménagé dans la plus petite pièce, celle qui donnait sur le jardin. Il n'était plus le roi de la maison. Il n'était qu'un locataire toléré. Et j'avais besoin que les choses restent ainsi un certain temps car bien que Jessica ait quitté la maison, la bataille juridique ne faisait que commencer. « Écoute bien, cousine », m'a dit Louise ce soir-là alors que nous buvions du thé à la camomille dans le salon, mon salon avec mes meubles de retour à leur place. Jessica va contre-attaquer. C'est une vipère acculée et ce sont les plus dangereuses. Elle va chercher des avocats. Elle va essayer de revendiquer des droits matrimoniaux. Elle va inventer des histoires. Peut-elle le faire? Peut-elle me prendre quelque chose? Légalement, non. La maison est à ton nom depuis avant le mariage. C'est ton bien propre. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas essayer. C'est pourquoi nous devons avoir 3 coups d'avance sur elle. Robert Davis, l'avocat que ma cousine Louise m'avait trouvé, est venu le lendemain. Un homme d'environ 50 ans, costume gris impeccable, mallette en cuir usé qui témoignait d'années d'expérience. Nous nous sommes assis tous les 4 dans la salle à manger. Robert, Louise, David et moi, avec des documents éparpillés sur la table en bois que Henri avait acheté aux enchères il y a 20 ans. Madame Miller, a commencé Robert en ajustant ses lunettes. La situation est grave mais gérable. Premièrement, la bonne nouvelle. Vous avez des preuves solides de fraude, de détournement de fonds et d'abus. Les vidéos et les audios sont des preuves solides. Les faux documents pour vous déclarer incompétente sont un crime. Et la mauvaise nouvelle, ai-je demandé. Que récupérer l'argent volé va être compliqué. Votre fils et votre belle-fille ont dépensé ces 100 000 $. Certains pour des rénovations qui ont ajouté de la valeur à la maison, ce qui peut être considéré comme un investissement. D'autres pour des dépenses personnelles qui seront difficiles à retracer. J'ai regardé David. Il était pâle avec de profondes cernes. Il n'avait pas bien dormi depuis le départ de Jessica. Dans quoi ont-ils dépensé mon argent, ai-je demandé directement. Mon fils a dégluti difficilement. Je ne sais pas tout. Jessica gérait les finances, mais je sais qu'elle a rénové la chambre principale, changé les sols, acheté de nouveaux meubles, payé sa voiture. Sa voiture, un SUV flambant neuf, modèle 2024. 40 000 $. Il est à son nom. La rage est remontée dans ma gorge. Presque la moitié de 100 000 $ pour une voiture avec mon argent. Nous pouvons saisir le véhicule, a dit Robert en prenant des notes. Également porter des accusations criminelles pour fraude. Mais Madame Miller, je dois vous faire comprendre quelque chose. Un procès comme celui-ci peut durer des années. C'est épuisant émotionnellement et économiquement. Que recommandez-vous alors? Robert a échangé un regard avec Louise. Ma cousine a hoché la tête légèrement. Il y a une autre option, a continué l'avocat. Plus rapide, plus percutante, mais elle exige que vous soyez prête à jouer un peu sale. À quel point sale? Un petit sourire a traversé son visage. Légal, mais intimidant. Vous voyez Jessica Smith? C'est le nom de votre belle-fille, n'est-ce pas? Elle a un passé. Nous avons enquêté sur 3 emplois précédents où elle a été licenciée pour des irrégularités comptables. Un procès civil à Chicago pour avoir escroqué un homme âgé. Cela n'a jamais abouti parce qu'ils ont trouvé un accord à l'amiable. Mais le dossier existe. Je me suis redressé sur ma chaise. Elle avait déjà fait ça. Apparemment, oui. Elle a un modus operandi. Elle approche des hommes avec des mères âgées qui ont des propriétés. Elle les séduit. Elle se marie rapidement. Elle essaie de s'approprier les biens. Et quand cela ne marche pas ou qu'elle obtient ce qu'elle veut, elle disparaît. David s'est couvert le visage avec les mains. Mon Dieu. J'ai été si stupide. Oui, tu l'as été, ai-je dit sans pitié. Mais maintenant, tu vas m'aider à arranger ça. Robert a déployé un plan sur la table. Voici ma proposition. Nous préparons un dossier juridique si solide que quand elle le verra, Jessica comprendra qu'elle n'a aucune issue.
Poursuite pénale pour fraude, poursuite civile pour dommages et intérêts, saisie du véhicule, ordonnance restrictive, et c'est important, menace d'exposition publique. Exposition publique, médias sociaux, groupes communautaires locaux, une histoire bien racontée sur la façon dont une femme a profité d'une dame de 69 ans. À cette époque, la honte publique peut être plus efficace que n'importe quel procès. Louise a souri avec satisfaction. Ce que Robert propose, c'est de faire pression sur elle jusqu'à ce qu'elle accepte un accord, qu'elle rende ce qu'elle peut, qu'elle signe des papiers renonçant à tout droit sur cette propriété, et qu'elle quitte la ville pour toujours. Et si elle n'accepte pas, alors nous activons tout. Nous la coulons légalement et socialement. Mais mon expérience me dit qu'elle acceptera. Les prédateurs comme elle préfèrent fuir plutôt que d'affronter les conséquences. J'ai regardé les documents, les photographies de Jessica que Robert avait obtenues, les vieux dossiers, les preuves que j'avais moi-même recueillies pendant des semaines. Faites-le, ai-je dit finalement. Préparez tout, mais je veux être présente lorsque vous le lui remettrez. Robert a hoché la tête. Ce sera fait. J'ai besoin d'une semaine pour constituer le dossier complet. En attendant, Madame Miller, il est crucial que vous n'ayez aucun contact avec elle. Pas de messages, d'appels ou de rencontres occasionnelles. Silence total. Pendant cette semaine, je me suis consacré à récupérer ma maison. Avec l'aide de David, qui travaillait comme un forcené, cherchant peut-être à expier sa culpabilité, nous avons éliminé toute trace de Jessica. Les tableaux abstraits sont allés à la poubelle. Les rideaux gris donnés. Les coussins modernes qu'elle avait achetés offerts à Lisa, ma voisine. Nous avons raccroché les photographies d'Henri, mon mari souriant avec son taxi impeccablement propre. Nous deux à la plage pendant notre lune de miel. David bébé dans les bras de son père. La famille que nous avions été. Désolé, papa, a murmuré David en accrochant une photographie dans le salon. Désolé d'avoir permis qu'ils effacent ta mémoire de cette maison. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à nettoyer. Nous avons récupéré ma chambre. Nous avons sorti les meubles coûteux que Jessica avait achetés avec mon argent et avons remis le lit en bois de cèdre qu'Henri avait construit de ses propres mains. La coiffeuse ancienne qui avait appartenu à ma mère. La courte pointe en ivoire que j'avais mis 6 mois à terminer. Chaque objet reprenant sa place était comme récupérer un morceau de mon âme. Un après-midi, en rangeant les tiroirs de la commode, j'ai trouvé quelque chose qui m'a arrêté net. Une boîte en velours bleu foncé cachée sous des pulls. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des bijoux. Mes bijoux. Ceux que je pensais avoir perdus ou que Jessica avait jetés. Le collier de perles que Henri m'avait offert pour notre 20e anniversaire. Les boucles d'oreilles en or avec de petits rubis qui appartenaient à ma grand-mère. La bague de fiançailles que je ne portais plus parce que l'arthrite me gonflait les doigts. Jessica les avait cachés. Elle prévoyait probablement de les vendre ou de les garder. J'ai appelé David. Regarde ça. Mon fils est devenu pâle en voyant les bijoux. Je ne savais pas quelle. Combien d'autres choses ne savais-tu pas, David? Combien de fois n'as-tu pas voulu voir? Il s'est effondré sur le lit, la tête dans les mains. Chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau. Chaque jour, je me rends compte à quel point j'étais aveugle. Comment ai-je pu être un tel idiot? Pour la première fois depuis le départ de Jessica, j'ai ressenti de la compassion pour mon fils. Il avait aussi été une victime, manipulé, utilisé. Mais cela n'effaçait pas ce qu'il m'avait fait. David, ai-je dit, assise à côté de lui, je veux que tu comprennes quelque chose. Jessica t'a peut-être trompé. Elle t'a peut-être manipulé. Mais quand elle m'a humilié, quand elle m'a insulté, quand elle m'a traité comme un déchet, tu étais là, conscient, éveillé, et tu as choisi de ne rien faire. Je sais. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner complètement pour ça. Honnêtement, je ne sais pas. Mais si tu veux une chance, tu dois la gagner. Par des actions, pas par des mots. Je ferai tout ce qui est nécessaire, maman. Je jure. Alors commence par chercher un vrai travail. Pas d'excuses. Il a hoché la tête. Et à ma surprise, il a tenu parole. 3 jours plus tard, il a trouvé un emploi dans une quincaillerie. Ce n'était pas grand-chose, vendeur, $2000 par mois, mais c'était un début.
Je l'ai vu partir ce premier matin avec un uniforme orange et une boîte à lunch que je lui avais préparée, et pendant une seconde, j'ai revu le garçon de 20 ans qui travaillait dans une station-service pour payer ses études. Peut-être que tout n'était pas perdu. Le vendredi de cette semaine, Robert a appelé, tout est prêt. Madame Miller, le dossier complet. Quand voulez-vous que nous le remettions à Jessica? Où est-elle maintenant? Elle loue un appartement dans le nord de la ville. Elle vit avec Jerry, son amant. Il a aussi un casier judiciaire, d'ailleurs. Petite fraude, chèque sans provision. Bien sûr, les serpents restent toujours ensemble. Je veux lui remettre les papiers en personne, ai-je dit. Je veux voir son visage quand elle comprendra qu'elle a perdu. Madame Miller. La voix de Robert sonnait prudente. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ces situations peuvent devenir volatiles. J'irai avec Louise et vous. Je ne serai pas seul, mais je dois le faire. Vous comprenez? Il y a eu une pause. Je comprends. Alors fixons la réunion pour lundi. Dans mon bureau, terrain neutre. Je lui dirai que c'est pour négocier le divorce. Ça la fera venir. J'ai raccroché le téléphone. Louise me regardait depuis le canapé avec un sourire fier. Prête pour le dernier round? Plus que prête, ai-je répondu. Il est temps que Jessica Smith apprenne qu'une femme de 69 ans peut être bien plus dangereuse qu'elle n'y paraît. Et ainsi, le cœur battant fort mais régulièrement, je me suis préparé au moment que j'attendais, le moment où le chasseur deviendrait la proie. Le lundi s'est levé clair, comme si même le ciel savait que quelque chose d'important allait se passer ce jour-là. Je me suis habillé avec soin, un tailleur pantalon couleur terre cuite, des chaussures fermées confortables, le collier de perles que j'avais récupéré. Rien d'extravagant, mais pas non plus la vieille dame vaincue que Jessica s'attendait à trouver. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui s'y reflétait avait des cernes. Je n'avais pas bien dormi, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui avait été absente pendant 3 ans. Pure détermination. Prête? A demandé Louise depuis la porte de ma chambre. Elle était également impeccable avec un tailleur gris perle et sa mallette en cuir sous le bras. Prête. David nous attendait dans le salon. Il a insisté pour nous accompagner. C'est ma responsabilité aussi, maman. Je dois être là. Je n'ai pas discuté. C'était peut-être le moment pour mon fils d'affronter de front les conséquences de ses décisions. Le bureau de Robert Davis était en centre-ville, au 3e étage d'un immeuble historique restauré. Nous sommes arrivés 20 minutes avant l'heure convenue, 10 heures du matin. Robert nous a reçus dans son bureau, une pièce spacieuse avec des étagères remplies de volumes juridiques et un ancien bureau en acajou. Jessica a confirmé sa présence. Il nous a informés en versant du café. Elle vient avec Jerry et probablement avec un avocat bon marché qu'elle a trouvé. À quel point notre dossier est-il solide? Ai-je demandé. Robert a souri avec cette confiance tranquille de quelqu'un qui sait qu'il détient toutes les cartes gagnantes. Madame Miller, notre dossier n'est pas solide. Il est à toute épreuve. Nous avons des preuves audiovisuelles, des documents bancaires, des témoins, son casier judiciaire. Si cela va au procès, elle est détruite et elle le sait. Alors pourquoi a-t-elle accepté de venir? Parce qu'elle croit encore qu'elle peut négocier, manipuler, obtenir quelque chose. Les escrocs pensent toujours qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. À 10 heures précises, la sonnette de la réception a retenti. Mon cœur s'est emballé. J'ai pris une profonde inspiration. Louise m'a serré la main. La secrétaire a ouvert la porte de la salle de conférence, une pièce à côté du bureau avec une longue table en verre et des chaises en cuir noir, et ils sont entrés. Jessica avait l'air différente, plus mince, des cernes mal camouflées par le maquillage, les cheveux attachés en une queue de cheval haute qui la rendait plus dure. Elle portait un jean moulant et une blouse en soie couleur champagne, probablement achetée avec mon argent. À ses côtés marchait Jerry, un homme d'une 40aine d'années, barbe en désordre, chemise froissée, sourire de vendeur de voitures d'occasion. Et derrière eux, un petit homme en costume mal repassé portant une mallette usée, l'avocat bon marché que Robert avait prédit. Quand Jessica m'a vu, quelque chose a traversé son visage. Surprise. Peur. Rage. Je ne pouvais pas l'identifier, mais elle ne s'attendait certainement pas à me voir là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? A-t-elle demandé d'une voix perçante,
me désignant comme si j'étais une blatte. C'est sa maison dont nous parlons, a répondu Robert calmement. Elle a tout le droit d'être présente. Je pensais que c'était pour négocier le divorce entre David et moi. Oh, ça l'est, mais c'est aussi pour discuter d'autres sujets. Veuillez vous asseoir. Ils se sont assis de l'autre côté de la table. Jessica a évité de me regarder. Jerry m'a observé avec un mépris à peine déguisé. L'avocat principal a sorti un carnet et un stylo. Nous nous sommes assis du côté opposé, Robert au centre, Louise à sa droite, moi à sa gauche, David à côté de moi, comme un tribunal. Robert a ouvert sa mallette et a sorti un dossier épais. Il l'a posé sur la table avec un bruit sec qui a résonné dans le silence. Bien. Commençons. Madame Jessica Smith, vous êtes ici parce que ma cliente, Madame Martha Miller, a plusieurs accusations graves contre vous. L'avocat principal a raclé sa gorge. Avec tout le respect que je vous dois, conseiller, ma cliente n'est pas obligée de. Votre cliente, a interrompu Robert d'une voix d'acier, a commis une fraude, un détournement de fonds, des abus et une conspiration pour commettre une fraude aux actifs. Si vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à dire, vous êtes libre de partir, mais alors nous porterons des accusations criminelles cet après-midi même. Voulez-vous partir? Silence. Bien. Continuons. Robert a ouvert le dossier. Il a sorti des copies de relevés bancaires et les a fait glisser de l'autre côté de la table. Entre janvier 2023 et octobre 2025, vous et David Miller avez retiré 100 000 $ d'un compte bancaire appartenant à Madame Martha Miller. Argent qui n'était pas le vôtre. C'est ce qu'on appelle du vol. C'était des dépenses ménagères, a protesté Jessica, retrouvant un peu de calme. Nous avons tout entretenu. Électricité, eau, gaz, nourriture. Nous en avions le droit. 40 000 $ pour une voiture? A demandé Louise d'une voix perçante. C'était des dépenses ménagères? Jessica a serré la mâchoire. Robert a sorti un autre document. Ensuite, nous avons ces faux documents notariés tentant de déclarer Madame Miller mentalement incompétente, des falsifications de signatures, des rapports médicaux frauduleux. L'avocat principal est devenu pâle. Je devrais vérifier. Nous avons déjà vérifié. Le médecin qui aurait signé ces rapports n'existe même pas. C'est un nom inventé. C'est une falsification de documents publics. Un crime. Il a fait glisser d'autres papiers de l'autre côté. Jessica les a regardés comme s'il s'agissait de serpents venimeux. Nous avons aussi ceci. Robert a sorti une clé USB et l'a connectée à un ordinateur portable. L'écran s'est projeté sur le mur blanc derrière nous, 27 vidéos documentant des abus verbaux et psychologiques envers ma cliente. Voulez-vous en voir quelques-unes? Ce n'est pas nécessaire, a murmuré l'avocat bon marché. J'insiste. Robert a appuyé sur lecture. La voix de Jessica a rempli la pièce. Qui cuisine comme ça? Tu es bonne à rien. À ton âge, tu devrais être reconnaissante que nous te soutenions. Vidéo après vidéo, insulte après insulte, humiliation après humiliation. Le visage de Jessica est devenu de plus en plus rouge à chaque seconde. Jerry s'est agité inconfortablement sur sa chaise. L'avocat principal a pris des notes frénétiquement. Quand ce fut fini, le silence était assourdissant. Abus envers personnes âgées, a dit Robert en fermant l'ordinateur portable. Un autre crime. Et enfin, il a sorti un dernier enregistrement, celui de la conversation téléphonique. Non, a murmuré Jessica. Vous ne pouvez pas. Oh, oui, je peux. Il a appuyé sur lecture. Ne sois pas impatient, mon amour. Tout est presque prêt. David s'est tendu à côté de moi. Bien qu'il ait déjà entendu cet enregistrement, l'entendre à nouveau à voix haute semblait le détruire encore une fois. David ne se doute de rien, l'idiot pense que je le fais pour lui. Jerry s'est enfoncé dans sa chaise, évitant le regard de tout le monde. Évidemment, je vais le quitter, Jerry. Tu penses que j'ai épousé cet imbécile par amour? S'il te plaît, c'était juste le moyen d'obtenir la maison. Quand l'enregistrement a été terminé, Jessica tremblait de rage ou de peur. Peut-être les deux. Cet enregistrement est illégal, a-t-elle craché. Vous ne pouvez pas l'utiliser en. Dans cet état,
l'a interrompu Louise avec un sourire. Une partie peut enregistrer une conversation sans le consentement de l'autre si elle a des raisons de se protéger d'un crime. Et ma cousine avait de nombreuses raisons. Robert a fermé le dossier. Maintenant, Madame Jessica, faisons le calcul. Nous avons une fraude aux actifs, une falsification de documents, des abus envers personnes âgées et une conspiration. Si cela va au procès, vous risquez entre 5 et 10 ans de prison minimum. L'avocat principal a dégluti difficilement. Conseiller, peut-être pouvons-nous parvenir à un accord. Oh, absolument. C'est pourquoi vous êtes ici. Ma cliente est prête à ne pas porter plainte si les conditions suivantes sont remplies. Il a sorti un nouveau document. Il l'a lu à haute voix. 1. Restitution immédiate du Mazda SUV, qui sera vendu et l'argent restitué sur le compte de Madame Miller. 2. Signature d'un divorce volontaire sans réclamer quoi que ce soit à David Miller ou au bien de Martha Miller. 3. Ordonnance restrictive. Vous ne pouvez vous approcher d'aucun d'entre eux à moins de 500 mètres. 4. Paiement de $10 000 pour dommages moraux. Et 5. Abandon immédiat de la ville. Jessica a explosé. C'est ridicule. Je n'accepterai pas. L'alternative, a dit Robert d'une voix calme mais létale, est que nous présentions tout cela au procureur de district aujourd'hui. Nous envisagerons également l'exposition publique, les médias sociaux, les groupes locaux, les médias d'information. Une histoire sur la façon dont une femme a profité d'une dame âgée vulnérable. Nous avons déjà préparé le communiqué de presse. Il suffit d'appuyer sur publier. Jessica est devenue pâle. À l'ère numérique, la honte publique pouvait être pire que la prison. Elle a regardé Jerry cherchant du soutien. Il a évité son regard. Le lâche. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas $10 000. Alors trouvez-les, ai-je dit, parlant pour la première fois. Tous les regards se sont tournés vers moi. Vendez ce que vous voulez. Demandez à votre famille. Je m'en fiche, mais soit vous me payez, soit vous allez en prison. Nous nous sommes regardés à travers la table. Prédateur et proie. Mais maintenant, les rôles étaient inversés. Vous avez jusqu'à vendredi, a ajouté Robert, pour signer tous les documents et remettre l'argent. Sinon, nous activons tout le processus légal. Ce n'est pas juste, a crié Jessica. Je voulais juste ce que. Ai-je demandé d'une voix dure. Me voler, prendre ma maison, détruire ma famille, m'humilier tous les jours. Lequel de ces choses vouliez-vous juste faire? Elle n'a pas répondu. Elle a juste pleuré, les mains couvrant son visage. Mais c'était des larmes de rage, pas de regret. La réunion est terminée, a déclaré Robert. Vous avez jusqu'à vendredi à 17 h. Après cela, il n'y a pas de retour en arrière. Ils se sont levés. Jessica a presque couru vers la porte, suivie par Jerry et l'avocat inutile. Mais avant de partir, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Je n'oublierai pas ça, a-t-elle sifflé avec du poison dans chaque mot. Un jour, vous allez le regretter. Quoi? Les jeux interrompus, me levant, me défendant. Récupérer ce qui est à moi. Non, Jessica, celle qui va regretter quelque chose, c'est toi. Tu vas regretter d'avoir sous-estimé une vieille femme inutile. Elle est partie en claquant la porte. Quand ses pas se sont estompés dans le couloir, je me suis laissé tomber sur la chaise. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser de ma poitrine. Louise m'a serré dans ses bras. Tu l'as fait parfaitement, cousine. Parfaitement. David me regardait avec quelque chose qui pouvait être de l'admiration ou de la honte, ou les deux. Maman, je sais, ai-je dit, levant la main. Pas encore. D'abord, laissons cela finir. Ensuite, toi et moi parlerons. Robert a rangé les documents avec un sourire satisfait. Parions. Pensez-vous qu'elle viendra vendredi? Elle viendra, a dit Louise avec certitude. Les lâches choisissent toujours le chemin le plus facile. Et elle avait raison. Le vendredi à 15 h, 2 heures avant la date limite, Jessica est apparue au bureau de Robert, seule, sans Jerry, sans avocat. Elle a apporté les documents signés, un chèque certifié de $10 000 et les clés de la Mazda. Elle n'a pas dit un mot.
Elle a juste tout posé sur le bureau, signé les derniers papiers de divorce et l'ordonnance restrictive et est partie. Je l'ai regardée partir par la fenêtre du bureau. Elle marchait courbée, vaincue, avec une petite valise traînant derrière elle. Un taxi l'a prise au coin et, comme ça, Jessica Smith a disparu de nos vies. C'est fini, a chuchoté Louise. C'est fini, ai-je répété. Mais quelque chose ne me laissait pas complètement calme. Une sensation étrange dans mon estomac, comme quand on sait que la tempête est passée, mais que l'air sent encore la pluie. Et j'avais raison de me méfier car 3 jours plus tard, je découvrirais que Jessica n'avait pas été le seul serpent dans ma maison. Il y en avait un autre plus proche, plus douloureux, et sa trahison me frapperait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. 3 jours après que Jessica a signé les papiers, la vie a commencé à retrouver un rythme presque normal. Presque. David continuait à travailler à la quincaillerie. Il partait tôt, revenait fatigué, dînait en silence et s'enfermait dans sa chambre. Nous nous parlions à peine. La blessure entre nous saignait encore, bien que plus à flot. Louise était restée 2 semaines de plus que prévu. Juste pour s'assurer que tout est en ordre, a-t-elle dit, mais je savais la vérité. Elle avait peur de me laisser seul encore, peur que je retombe dans ce gouffre de silence et de soumission. Je n'allais pas tomber. Plus jamais. C'était un mercredi après-midi. Louise était allée au marché acheter des ingrédients pour le dîner. David était au travail. J'étais dans le salon à coudre un bouton sur une de mes blouses. Ces petites tâches domestiques que je faisais autrefois automatiquement et que maintenant j'exécutais avec un étrange sentiment de paix retrouvée. La sonnette a retenti. J'ai posé ma couture et j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai regardé par le Judas. Un homme que je ne connaissais pas, costume gris, cravate bleu marine, mallette à la main, apparence professionnelle. J'ai ouvert la porte avec prudence, laissant la chaîne de sécurité. Oui, Madame Martha Miller. Qui demande? Mon nom est Albert Fuentes. Je suis notaire. Il a sorti une pièce d'identité et me l'a montrée à travers l'ouverture de la porte. Je viens au nom de l'avocat Robert Davis. Je dois vous faire signer quelques documents finaux liés à l'affaire de votre belle-fille. Quelque chose ne collait pas. Robert n'avait rien mentionné de documents supplémentaires. Pouvez-vous attendre un instant? Je vais appeler l'avocat Robert pour confirmer. L'homme a souri. Bien sûr, c'est la bonne chose à faire. J'ai fermé la porte et composé le numéro de Robert. Il a répondu à la 3e sonnerie. Madame Miller, tout va bien? Il y a un notaire à ma porte. Il dit qu'il vient en votre nom avec des documents à signer. Silence à l'autre bout de la ligne, mais pas un silence normal. Le silence de l'alarme. Comment s'appelle-t-il? Albert Fuentes. Madame Miller. Je n'ai envoyé aucun notaire. N'ouvrez pas cette porte. Ne signez rien. Vous m'entendez? Appelez la police tout de suite. Mon cœur a fait un bond. Quoi? C'est un piège. Jessica essaie quelque chose. Verrouillez la porte. Ne sortez pas et appelez le 911. J'arrive. Il a raccroché. Avec des mains tremblantes, j'ai tourné le verrou supplémentaire de la porte. J'ai couru à la fenêtre du salon et j'ai regardé attentivement. Le notaire n'était plus seul. Il y avait une voiture garée devant ma maison, une berline grise, et à l'intérieur, au siège du conducteur, il y avait Jerry, et à côté de lui, Jessica. Je me suis éloigné de la fenêtre, respirant rapidement. Que voulait-il? Entrer par effraction? Voler, quelque chose me faisait mal. J'ai composé le 911 avec des doigts tremblants. 911, quelle est votre urgence? Il y a des gens suspects devant ma maison. Ils ont essayé de me tromper en se faisant passer pour un notaire. Je pense qu'ils veulent entrer. J'ai donné mon adresse. L'opératrice m'a dit qu'une voiture de patrouille était en route, mais j'ai ensuite entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une clé tournant dans la serrure. J'ai gelé. Comment avait-il une clé de ma maison? Et puis je me suis souvenu. Jessica avait vécu ici pendant 3 ans. Elle avait probablement fait des doubles. La porte s'est ouverte ou a essayé de s'ouvrir. Le verrou supplémentaire que j'avais engagé a bloqué l'entrée. J'ai entendu des jurons de l'autre côté. Ouvre la porte, vieille démone, a crié Jessica.
Cette maison est à moi. Tu as des papiers qui m'appartiennent. Vous avez violé l'ordonnance restrictive, ai-je crié en retour. La police est en route. Je me fiche de la police. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. De violents coups sur la porte. Des coups de pied. Ils essayaient de la défoncer. J'ai couru à la cuisine. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à tout enregistrer. Les cris, les coups, les preuves. Jerry, défonce la porte, a ordonné Jessica comme une possédée. Plus de coups. Le bois a craqué. Le cadre a éclaté. Puis j'ai entendu des sirènes. Les voitures de patrouille sont arrivées juste au moment où le faux notaire a réussi à forcer la serrure. La porte s'est ouverte en grand et ils étaient là, tous les trois figés sur le seuil avec 4 officiers pointant leurs armes sur eux. Mains en l'air maintenant. Jerry a levé les mains immédiatement, lâche jusqu'au bout. Le faux notaire a essayé de s'enfuir mais un officier l'a arrêté. Jessica est restée là avec de la haine pure dans les yeux me regardant. Ça ne finit pas là. A-t-elle sifflé? Stop. Madame reculée, a ordonné une femme officier, corpulente, d'environ 40 ans. Vous violez une ordonnance restrictive. Cette maison est à moi. Cette vieille femme me l'a volée. La maison est au nom de Martha Miller. Depuis 1993, a dit un autre officier, consultant son ordinateur portable. Vous n'avez aucun droit sur cette propriété. Ils ont menotté les trois. Jessica a crié, donné des coups de pied, proféré des insultes qui auraient fait rougir un marin. Jerry est parti en silence, la tête baissée. Le faux notaire a essayé de négocier. Officier, c'est un malentendu. J'ai juste. Vous avez usurpé l'identité d'un fonctionnaire public. C'est un crime fédéral. J'ai continué à tout enregistrer, chaque seconde, chaque mot. Quand ils les ont mis dans les voitures de patrouille, Jessica m'a regardé une dernière fois par la fenêtre. J'espère que tu mourras seule et oubliée. Vieille garce. Les voitures de patrouille sont parties avec les sirènes hurlantes. Je me suis laissé tomber sur le canapé du salon, tremblant de la tête aux pieds. Le téléphone portable m'a presque échappé des mains. 10 minutes plus tard, Robert est arrivé, échevelé et sans cravate comme s'il avait couru hors de son bureau. Vous allez bien? Ils vous ont fait du mal? Je vais bien. Juste effrayé. C'est extrêmement grave. Violation d'une ordonnance restrictive, effraction, usurpation d'identité. Jessica ne s'en sortira pas. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, elle va en prison et pas pour quelques mois, pour des années. Louise est arrivée peu après, portant des sacs de course et l'air bouleversé. Lisa m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Ma cousine m'a serré si fort que j'ai eu du mal à respirer. C'est fini, Martha. Cette fois pour de bon. Cette femme ne te dérangera plus jamais. Cette nuit-là, David est rentré du travail et a trouvé la porte brisée et une maison pleine de policiers qui prenaient des dépositions. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, il est devenu pâle. Maman, si quelque chose t'était arrivé, si tu n'avais pas fermé le verrou supplémentaire. Mais je l'ai fait. J'ai déjà appris à me protéger, mon fils. C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a 3 ans. Dans les semaines qui ont suivi, le processus juridique a été rapide. Jessica Smith a été officiellement accusée de fraude aux actifs, falsification de documents, abus envers personnes âgées, violation d'une ordonnance restrictive et effraction. Jerry, comme complice, le faux notaire pour usurpation d'identité. Tous les 3 ont été condamnés. Jessica, 7 ans de prison. Jerry, 5 ans. Le faux notaire, 3 ans. Le jour de la sentence, j'étais dans la salle d'audience avec Louise à mes côtés, avec Robert me représentant, et avec David, mon fils, qui enfin, était du bon côté. Quand le juge a lu la sentence, Jessica m'a regardé depuis le banc des accusés. Il ne restait rien de cette femme surdelle et manipulatrice qui était entrée dans ma maison il y a 3 ans. Il n'y avait qu'une criminelle vaincue en uniforme orange. Je n'ai ressenti aucune joie, pas même une satisfaction complète. Juste un soulagement. Profond, absolu. Nous avons quitté le palais de justice sous un ciel clair. Louise a pris mon bras. Comment vous sentez-vous?
comme si je pouvais enfin respirer. David marchait derrière nous, silencieux. Je l'ai attendu. Nous nous sommes arrêtés sur le trottoir. Maman, je ne pourrai jamais assez m'excuser pour. Je sais, les jeux interrompus, et tu as raison. Ce ne sera jamais assez. Mais David, il m'a regardé. Il a levé les yeux. Il avait les larmes aux yeux. Tu as fait de terribles erreurs. Tu m'as laissé tomber quand j'avais le plus besoin de toi. Mais ces derniers mois, tu as essayé de réparer ça petit à petit, et ça compte. Ça n'efface pas le passé. Mais ça compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je suis prête à essayer de reconstruire ce qui s'est brisé entre nous. Ce ne sera pas rapide. Ce ne sera pas facile. Mais je suis prête si tu le es aussi. Il s'est effondré. Il m'a serré dans ses bras là, sur le trottoir, sanglotant comme un petit enfant. Je le suis, maman. Je jure que je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. Je n'ai pas besoin que tu passes ta vie à te faire pardonner, ai-je dit, caressant ses cheveux qui commençaient déjà à grisonner. J'ai juste besoin que tu sois un bon fils à partir de maintenant. Que tu me respectes, que tu me valorises, que tu te souviennes que cette relation est à deux. Je le ferai. Je te le promets. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Cette nuit-là, de retour à la maison, ma maison récupérée, nettoyée des serpents. Louise a préparé un dîner spécial, un bon ragoût de bœuf comme autrefois. Du pain frais. Nous nous sommes assis tous les trois dans la salle à manger, et pour la première fois en 3 ans, un dîner dans cette maison n'était pas chargé de tension ou de peur. Il y avait des rires, des souvenirs partagés, des projets d'avenir. Après le dîner, je suis monté dans ma chambre, ma vraie chambre, pas la chambre de bonne, et je me suis assise sur le lit qu'Henri avait construit. J'ai pris sa photo dans le tiroir. Je l'ai fait, mon amour, ai-je murmuré. J'ai récupéré notre maison. J'ai récupéré notre dignité. Et je récupère notre fils. Je pouvais presque entendre sa voix répondre. J'ai toujours su que tu étais plus forte que tu ne le croyais, Martha. J'ai rangé la photo avec soin et j'ai éteint la lumière. Dehors, la ville dormait paisiblement. Dedans, dans cette maison aux murs qui avait vu tant de douleurs, il y avait enfin la paix. Mais cette histoire n'était pas encore terminée. Car il manquait le chapitre le plus important. Celui de la reconstruction, du pardon, de la transformation des cendres en quelque chose de nouveau et de beau. Et ce chapitre ne faisait que commencer. La maison sentait le café frais et le pain chaud. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer la brise fraîche d'un matin d'avril. Dans le salon, les photographies d'Henri souriaient à nouveau depuis leur cadre sur le mur. La porcelaine, ou ce qu'il en restait après mon coup de rage, reposait dans son placard, avec les morceaux brisés réparés selon la technique japonaise du kintsugi. Joignant les fragments avec de la résine dorée qui rendait les fissures visibles mais belles, comme des cicatrices qui racontent des histoires de survie. J'étais dans la cuisine, remuant une marmite de soupe aux légumes. Mais cette fois, personne n'allait m'arracher la marmite des mains. Cette fois, je cuisinais parce que je le voulais. Parce que c'était ma cuisine, ma maison, ma vie retrouvée. Madame Miller, la voix de Lisa, ma voisine, est venue de la porte d'entrée. Je suis là. Où voulez-vous que je mette les cartons? Dans le salon, chérie. Merci. Lisa est entrée, portant des cartons pleins de couvertures, d'oreillers et d'articles de toilette. Derrière elle est venue Louise, qui avait décidé de s'installer définitivement avec moi avec plus de sacs parce que la maison n'était plus seulement mon refuge. Elle était devenue un refuge pour d'autres. Il y a 3 mois, en buvant du café avec Louise dans le salon, j'ai eu une révélation. J'ai regardé les chambres vides maintenant que David avait déménagé dans son propre appartement, travaillant dur pour me rembourser chaque dollar qu'il me devait, et j'ai pensé à toutes les femmes qui passaient probablement par ce que j'avais traversé. Des femmes âgées dépouillées par leur propre famille, maltraitées, ignorées, effacées de leur propre vie. Cousine, ai-je dit à Louise, qu'en penses-tu si nous transformions cette maison en quelque chose de plus? Et c'est ainsi qu'est née la maison d'Henri. Un refuge temporaire pour les femmes âgées en situation d'abus familial ou financier, un endroit où elles pouvaient rester le temps de résoudre leurs problèmes légaux, de retrouver leur force, de reconstruire leur vie. Ce n'était pas une maison de retraite. Ce n'était pas de la charité. C'était un foyer.
Louise a utilisé ses contacts pour obtenir une aide juridique gratuite pour les femmes qui arrivaient. Robert Davis a offert ses services pro bono 2 jours par semaine. Lisa, qui était devenue comme une petite fille pour moi, a aidé avec les médias sociaux et la sensibilisation. Et moi, j'ai cuisiné. J'ai écouté. J'ai partagé mon histoire. Je leur ai montré qu'il était possible de se relever après la plus dure des chutes. En 6 mois, nous avions aidé 14 femmes. 14 histoires de douleur qui se sont transformées en histoires de résilience. Ce matin-là, nous attendions la numéro 15. Son nom était Stella, 72 ans. Son fils et sa belle-fille l'avaient laissée à la rue après avoir vendu sa maison, qui était en fait celle de Stella, et gardé l'argent. Robert s'occupait de son dossier. La sonnette a sonné à 10 heures précises. J'ai ouvert la porte. Elle était là, une femme courbée avec un pull trop grand, une petite valise pleine de patchs et des yeux qui avaient tant pleuré qu'ils semblaient secs. Madame Stella. Elle a hoché la tête sans parler. Entrez, s'il vous plaît. C'est votre maison maintenant. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vraiment? Vraiment. Je l'ai menée à l'intérieur. Je lui ai montré sa chambre, propre, avec des fenêtres donnant sur la roseraie que j'avais replantée, avec des draps frais et une couverture tricotée. Rien de luxueux, mais digne, confortable. C'est pour moi, pour vous. Aussi longtemps que vous en avez besoin. Elle s'est assise sur le lit et a enfin pleuré. Elle a pleuré comme j'avais pleuré tant de fois. Elle a pleuré avec ce sanglot profond de quelqu'un qui a porté la douleur trop longtemps. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris sa main ridée si semblable à la mienne. J'ai traversé ça aussi, lui ai-je dit doucement. J'ai aussi pensé qu'il n'y avait pas d'issue, que j'étais trop vieille, trop faible, trop inutile. Mais je ne l'étais pas, et vous non plus. C'est juste que mon fils. Je sais que ça fait plus mal quand c'est son propre sang, mais Stella, écoute-moi bien, tu vaux plus que ce qu'ils t'ont fait croire. Et tu n'es pas seule. Plus maintenant. Cet après-midi-là, nous avons organisé une réunion dans le salon. Les 5 femmes vivant actuellement à la maison d'Henri, se sont assises en cercle. Stella, encore timide, s'est jointe à nous. Une par une, elles ont partagé leurs histoires. Sarah, 66 ans, dépouillée de son atelier de couture par sa fille. Betty, 70 ans, maltraitée par son gendre, qui la blâmait pour tous les problèmes de mariage. Célia, 63 ans, dont le fils toxicomane lui volait sa pension mois après mois. Des histoires différentes, mais la même douleur, la même trahison, le même sentiment d'être invisible. Et qu'avez-vous fait? A demandé Stella d'une voix tremblante. Nous nous sommes défendus, a répondu Sarah avec fierté. Avec l'aide de l'avocat Robert, j'ai récupéré mon magasin, et maintenant ma fille n'ose même plus s'approcher. J'ai obtenu une ordonnance restrictive contre mon gendre, a ajouté Betty. Ma fille a dû choisir. Elle a choisi son mari. Ça fait mal, je ne vais pas mentir, mais au moins maintenant j'ai la paix. Et moi, a dit Célia, avec un sourire fatigué, j'ai mis mon fils en cure de désintoxication de force. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. Mais si je ne l'avais pas fait, je serais morte, ou lui le serait. Stella les a regardés avec quelque chose qui commençait à ressembler à de l'espoir. Vous pensez vraiment que je peux le faire aussi? Nous ne le pensons pas, ai-je dit fermement. Nous le savons, parce que nous l'avons vécu, et parce que nous sommes là pour vous aider. Les mois qui ont suivi ont été ceux de la guérison. Non seulement pour les femmes qui passaient par la maison d'Henri, mais aussi pour moi. Chaque histoire que j'entendais, chaque victoire juridique que nous célébrions, chaque fois que je voyais une femme retrouver sa dignité, c'était comme guérir une partie de ma propre blessure. David venait me rendre visite tous les dimanches. Il apportait des fleurs. Parfois, il aidait aux réparations de la maison. Il avait appris la menuiserie de base sur YouTube. Petit à petit, conversation après conversation, l'habillement entre nous se rétrécissait. Un après-midi, en réparant une porte de patio, il s'est arrêté et m'a regardé. « Maman, penses-tu qu'un jour tu pourras me pardonner complètement ?» J'ai réfléchi avant de répondre. « Je ne sais pas, David. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Mais, j'ai marqué une pause, choisissant mes mots avec soin, j'apprends que le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie décider de ne pas laisser le passé contrôler ton présent.
Est ton présent inclus de m'avoir dans ta vie? Oui, ai-je dit après un moment. Mais à des conditions différentes. Je ne suis plus la mère qui se laisse piétiner par peur de perdre son fils. Maintenant, je suis la mère qui se respecte. Et si tu veux être dans ma vie, tu dois respecter cela. Je le fais. Je le respecte. Et je t'admire, maman. Ce que tu as fait, ce que tu fais avec cette maison est incroyable. J'ai ressenti quelque chose de chaud dans ma poitrine. Ce n'était pas l'amour aveugle et inconditionnel d'avant. C'était quelque chose de plus mature, de plus réel. Merci, mon fils. 1 an après la condamnation de Jessica, la maison d'Henri était devenue une référence dans la ville. Articles dans le journal local, une interview à la radio d'État, des dons de la communauté, davantage d'avocats bénévoles. Nous avions aidé 37 femmes, 37 vies retrouvées, et chacune d'elles me rappelait pourquoi il avait fallu se battre. Pourquoi il avait fallu casser ses assiettes en porcelaine dans un accès de rage désespéré. Pourquoi il avait fallu enregistrer chaque insulte, chaque humiliation, chaque moment de douleur. Parce que de la douleur la plus profonde peut naître la plus grande force. Un après-midi de décembre, juste avant Noël, j'étais dans le jardin en train d'arroser les rosiers quand Louise est sortie avec le téléphone à la main. « Cousine, tu dois écouter ça. » C'était un message vocal d'une jeune femme, la voix brisée par les pleurs. « Madame Miller, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Patricia. J'ai vu votre interview. Ma grand-mère traverse quelque chose de similaire à ce que vous avez traversé. Ses propres enfants la dépouillent de sa maison. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent pour les avocats. Mais quand je vous ai entendu parler, j'ai pensé. J'ai pensé que peut-être vous pourriez nous aider ou au moins nous dire comment commencer. S'il vous plaît. Ma grand-mère a 74 ans et elle perd foi en tout. Mais votre histoire lui a donné de l'espoir. Et à moi aussi. Je suis resté là, le tuyau dégoulinant dans mes mains et les larmes coulant sur mes joues. Tu vas l'appeler ? A demandé Louise. Bien sûr que je vais l'appeler. Et je vais l'aider. Comme quelqu'un aurait dû m'aider quand j'en avais le plus besoin. Ce Noël fut différent de tous les précédents. Nous avons décoré la maison d'Henri avec des lumières colorées, un arbre dans le salon et des guirlandes à chaque fenêtre. Les 6 femmes qui vivaient avec nous ont aidé pour le dîner, des friandises sucrées et salées, du punch aux fruits, de la dinde rôtie, de la salade de pommes. David est venu avec sa nouvelle petite amie, une femme authentique et travailleuse qui m'a traité avec respect dès le premier instant. Lisa a amené sa famille. Robert est passé avec sa femme et ses enfants. La maison, cette maison qui avait vu tant de douleurs, tant de mauvais traitements, tant d'obscurité, débordait maintenant de rire, de câlins et de lumière. Après le dîner, quand tout le monde parlait dans le salon, je suis monté dans ma chambre. J'ai pris la photo d'Henri dans le tiroir. Je l'ai tenue contre ma poitrine. Regarde ce que nous avons fait, mon amour, ai-je murmuré. Cette maison que nous avons construite ensemble sauve maintenant des vies. J'aurais aimé que tu puisses la voir. Je pouvais presque sentir son sourire, sa fierté, son amour qui n'était jamais vraiment parti. Je suis descendu les escaliers. Sur le palier, je me suis arrêté pour regarder la scène dans le salon. Des femmes de tous âges riant ensemble, partageant des histoires, trouvant une famille dans des endroits inattendus. Et j'ai réalisé quelque chose. J'avais beaucoup perdu. 3 ans de ma vie. 100 000 $. L'innocence de croire aveuglément en la famille, une partie de la relation avec mon fils. Mais j'avais aussi gagné. J'avais gagné une force que je ne savais pas avoir. Un but que je n'avais jamais imaginé. Une famille choisie non de sang mais d'esprit. Et surtout, je m'étais retrouvé. La Martha qui existait avant. La peur et la solitude m'ont convaincu d'accepter des miettes alors que je méritais un festin complet. Je suis descendu la dernière marche et suis entré dans le salon. Tous les regards se sont tournés vers moi. Un toast, a suggéré Louise, levant sa tasse de punch. Oui, ai-je dit, prenant la mienne. Je veux dire quelque chose. La pièce est devenue silencieuse. Cette année, j'ai appris quelque chose que je veux partager avec vous toutes. J'ai commencé en regardant particulièrement les femmes de la maison d'Henri. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Que l'âge n'est pas une faiblesse. C'est l'expérience.
que l'amour familial ne signifie pas se laisser détruire. Et que quand on touche le fond, quand on pense qu'on ne peut plus continuer, c'est là qu'on découvre de quoi on est vraiment fait. Sarah a essuyé une larme. Betty a hoché la tête vigoureusement. Stella, qui était déjà avec nous depuis 3 mois et dont le dossier progressait bien, a souri pour la première fois depuis son arrivée. S'il y a quelqu'un qui écoute ça et qui traverse quelque chose de similaire, ai-je continué, je veux que vous sachiez que vous êtes digne. Vos vies comptent. Votre dignité n'est pas négociable et jamais, jamais vous n'êtes seul. Il y a toujours des mains prêtes à aider. Il faut juste oser demander. À la vôtre, a crié Louise. À la vôtre, avons-nous toutes répondu. Le bruit des verres qui s'entrechoquent a rempli la pièce. Et à ce moment-là, en regardant toutes ces femmes qui avaient trouvé la force dans leurs cicatrices, j'ai su que j'avais trouvé mon véritable but. Ce n'était pas seulement vivre. C'était vivre avec dignité, avec force, avec la certitude que je méritais le respect et aider les autres à découvrir la même chose. Cette nuit-là, quand tout le monde est parti et que la maison est redevenue silencieuse, je me suis assise sur le porche arrière. Les étoiles brillaient au-dessus de la ville. L'air sentait la terre humide et les roses, et pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je me suis senti complètement en paix. Parce que j'avais appris la leçon la plus importante. La vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède. Elle est dans ce que l'on ne les laisse pas vous prendre. Votre dignité, votre valeur, votre voix, et ces choses, une fois que vous les avez récupérées, personne, absolument personne ne peut vous les arracher à nouveau.